Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui vomissait de peur quand il voyait son beau-père. Une histoire qui donne même la nausée à ceux qui ont un peu d'empathie pour les gens. N'est-ce pas, surtout face à une telle lâcheté? C'est l'histoire d'un garçon qui est mort chez lui dans la nuit de mars 2021 dans un appartement de luxe à Rio de Janeiro. Et je veux surtout partager avec vous les mises à jour, les détails de comment, 5 ans plus tard, les deux personnes accusées de la mort de cet enfant n'ont toujours pas été jugées. Si on traite des absurdités comme celle-ci comme une simple question de bureaucratie, on avance à grands pas vers le précipice. Ce n'est pas pour ça. Cet épisode ici ne concerne pas seulement le crime, d'accord? Il s'agit aussi de tout ce qui est venu après. Les manœuvres, les recours, les rebondissements, l'indignation, le système et où nous en sommes maintenant. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que les derniers chapitres de cette histoire sont les plus absurdes. Je vais vous présenter toute la chronologie depuis l'événement jusqu'aux dernières de mises à jour. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Chaque semaine, découvre ici des épisodes de crimes réels. Si tu apprécies, suis-moi, mets un like ou un commentaire, même un emoji. Si tu peux, deviens membre, car ça m'aide directement ici dans la production des épisodes exclusifs. Les messages sont donnés, passons aux faits. Avant de parler du crime, je dois vous parler un peu d'Henri. Henri Borel Medeiros est né le 3 mai 2016 à Rio de Janeiro. Il était le fils de Monique Medeiros, une enseignante, et de Leniel Borel, un ingénieur. Ils se sont séparés en 2020 après des années passées ensemble. Henri a continué à vivre avec sa mère, mais il rendait souvent visite à son père. Tout était normal. D'après les témoignages, Henri était un enfant absolument en bonne santé. Il allait à l'école, jouait et faisait ses activités extrascolaires. Et ce qui est rapporté, c'est que depuis février 2021, le petit garçon consultait une psychologue qui aurait été appelée par Monique. Parce que Henri refusait de rester à la maison, dans l'appartement. Mais à l'époque, personne ne savait vraiment pourquoi il avait ce comportement. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième personnage principal de cette histoire, Dr Jairinho Jairo Souza Santos Jr., un médecin conseiller municipal de Rio de Janeiro, fils de l'ancien député d'État-colonel Jairo. Une famille traditionnelle et très puissante de la zone ouest de Rio, Monique a rencontré Jairinho en août 2020. En novembre de cette même année, elle était déjà allée vivre avec lui après 3 mois de relation et elle habitait déjà dans son appartement à Barra da Tijuca. Bien sûr, elle a emmené son fils Henry avec elle. Ce que personne ne savait encore, ou du moins que personne n'a dénoncé, c'est que, selon l'enquête, c'est précisément dans cet appartement que le cauchemar a commencé dans la vie de cet enfant. La nuit du crime était le premier week-end de mars 2021. Daniel le père a retrouvé Henry pour passer du temps ensemble, comme d'habitude, puis ils sont allés dans un parc d'attractions. Et, le dimanche 7 vers 19h20, Daniel a ramené son fils chez Monique, son ex-femme, selon la première déposition de Monique. Elle a donné un bain à Henri, puis a couché le petit garçon et tout allait bien. Dans la nuit du 8, elle se réveille alors à cause du bruit de la télévision, va dans la chambre de son fils et trouve Henri allongé par terre, avec les mains et les pieds glacés et les yeux révulsés. Elle appelle alors le docteur Jairinho. Il enveloppe l'enfant dans une couverture et tous les deux descendent par l'ascenseur de l'immeuble. Là, avec Henri dans les bras, les caméras de l'ascenseur ont tout enregistré. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, Henri était déjà sans vie. Observation importante ici, d'accord? J'ai résumé le script pour me concentrer sur la fin du procès, qui n'a finalement pas eu lieu. Regardez surtout cette partie sur l'arrivée à l'hôpital. C'est justement sur cette ambiguïté d'interprétation que la défense des accusés s'appuie aussi. D'accord? Donc je veux détailler un peu plus ce point ici, regardez. Henri a donc été admis à l'hôpital, là, à Barrador, vers 3h50 du matin en arrêt cardio-respiratoire. Mais il présentait une rigidité de la mâchoire, une cyanose, une pâleur, des extrémités froides et sans pouls central ou périphérique. Regardez, il est donc arrivé en arrêt cardiaque, mais l'hôpital a noté un point clé, la rigidité de la mâchoire. C'était déjà un signe médico-légal certain de décès, ce qui indique que l'arrêt cardio-respiratoire s'était produit quelque temps avant l'arrivée à l'hôpital. Alors, l'équipe a effectué des manœuvres de réanimation pendant 60 minutes sans aucune réponse, et le décès a été déclaré donc vers 5h40.
C'est pourquoi j'ai dit que la défense de Jarin a utilisé ce point et que Henri est arrivé à ce moment-là. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées et par conséquent, ces lacérations hépatiques pourraient avoir été causées par cela. Mais le réseau d'or, où l'hôpital a envoyé un document à la justice, a catégoriquement réfuté cela, affirmant qu'il n'est pas possible de relier la mort d'Henri aux actions de l'équipe médicale. Oui, j'ai trouvé cette observation importante. Nous avons suivi la version du couple, surtout celle de l'accident domestique. Henri serait tombé du lit pendant qu'il dormait. Je pense que son lit devait faire environ 30 mètres de haut, non? L'Institut médico-légal a démonté cette version-là, morceau par morceau, d'accord? Le rapport de l'autopsie a indiqué qu'Henri a subi 23 lésions causées par des actes violents, y compris des lacérations hépatiques et une hémorragie interne. Il a sûrement heurté des choses en tombant les 30 mètres du lit au sol, non? Regarde ce que les gens allaient te dire, mon pote. 23 lésions dues à des actes violents, dont des lacérations hépatiques et une hémorragie interne. Tout ça, les gars, chez un enfant de 4 ans, complètement sans défense, ce n'est pas une chute du lit, bien sûr que non. Je suis ironique ici parce que ça touche vraiment au plus profond de nous. Ça, c'est totalement incompatible avec n'importe quel accident domestique. Vous ne trouvez pas? Et je parle ici en me basant sur ce qui est publié dans les rapports. Une expertise complémentaire, avec une reconstitution en 3D, a renforcé la conclusion que la mort était due à une violence physique, écartant complètement toute hypothèse d'un accident. Mais l'enquête est allée plus loin et ce que la police a trouvé sur les téléphones portables, c'est là que les choses ont changé de direction. Qu'ont révélé les messages? Lorsque la police a saisi les téléphones portables du couple, Monique et Jair, elle y a trouvé des conversations qui ont mis Monique dans une position très difficile à défendre. Les messages révélés ont démontré l'existence d'agressions fréquentes contre Henri et que Monique n'a pas éloigné son fils de l'agresseur. La nourrice du garçon aurait prévenu Monique par écrit, décrivant ce que Jairzinho faisait à Henri lorsqu'elle n'était pas là. Et Monique apparemment n'a rien fait, elle est restée silencieuse. Selon le ministère public, ce qui s'est passé dans la nuit du 8 n'était pas un épisode isolé. Au moins 3 occasions similaires ayant eu lieu au cours du mois de février 2021, Jairzinho aurait soumis Henri à des souffrances physiques et mentales en usant de violence à 3 reprises, rien qu'en février, et Henri est mort en mars. Le père d'Henri, Leniel Borel, a fait une déclaration qui est restée gravée dans la mémoire de tout le Brésil. Il a dit que, lorsque Henri voyait Jairzinho, il vomissait de peur, que son fils était désespéré, complètement paniqué. Alors imaginez un enfant de 4 ans qui vomit de peur en voyant son beau-père. Et regardez, les gars, ça m'a rappelé quelque chose. Bien sûr, ici, ce n'est qu'une base, juste pour réfléchir, d'accord? J'ai une petite fille de 4 ans et une de ses camarades d'école. Quand les cours ont repris, là, au début de l'année, elle a commencé à ne pas aller bien du tout. Elle avait tout le temps la nausée, tu vois. Elle se sentait mal. Les parents ne savaient pas ce que c'était, jusqu'à ce qu'ils changent la petite de classe, et en un clin d'œil, elle s'est améliorée. Parce qu'elle a développé un sentiment de panique par rapport à l'institutrice, moi je ne sais pas, à ce qui se passait dans la classe, ils ont changé de professeur, le problème a disparu. Alors ça m'a fait, en préparant ce script pour vous, ça m'est revenu aussitôt. Tu imagines? Un enfant qui entre en état de choc, de terreur, quand il voit un adulte avec qui il est obligé de vivre, parce que le pauvre petit n'avait pas le choix, n'est-ce pas? Bon, ça m'a juste rappelé ça, continuons avec les accusations. Monique et Jairzinho ont été accusés d'homicide triple qualifié, puis, après le début des enquêtes plus approfondies, de torture, de coercition au cours du procès et de fraude procédurale. Jairzinho en tant qu'auteur direct du crime, Monique pour omission, n'est-ce pas? Parce que, d'après tout ce qui a été rapporté, elle savait, elle a été prévenue et apparemment, elle n'a rien fait pour protéger son fils. C'est comme cette histoire, tu sais, je ne sais pas non plus. Le procureur de l'affaire a été direct. Il n'y a aucun doute que Jairo a torturé Henri Borel de manière cruelle. Ce crime s'est produit parce que Monique Medeiros a abdiqué de son devoir sacré de protéger son fils. L'affaire, bien sûr, a suscité une émotion nationale d'un niveau que le Brésil n'avait pas connu depuis l'affaire Isabella Nardone en 2008, et cela a même donné naissance à une loi, la loi Henri Borel, qui a renforcé la sévérité des peines pour les crimes commis contre les enfants de moins de 14 ans,
Et des mesures de protection spécifiques pour les victimes de violences domestiques ont été instaurées. Le nom d'Henri est devenu une loi, comme nous l'avons vu, mais les responsables de sa mort allaient encore mettre beaucoup de temps avant de faire face au jugement. 5 ans de manœuvre. À partir de maintenant, l'histoire prend un rythme qui va te laisser, regarde, avec un sentiment étrange. Parce que ce qui s'est passé entre 2021 et 26 notre année, c'est un marathon de recours en habeas corpus, de manœuvres procédurales, de reports, etc. 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 Ce système qui existe pour protéger ses propres arrières, tu vois comment ça marche, non? Je vais ici résumer les points principaux. D'accord. 2021 arrêté, dénoncé par le ministère public. Le procès commence à avancer. Oui, tout le monde est impatient du jugement. 2022, Monique obtient la liberté provisoire par décision de la justice de Rio. Elle va rester libre pendant quelques mois. 2023, le ministre du STF ordonne que Monique retourne en prison selon la décision. Il y avait un risque d'entrave à la justice, donc elle est de nouveau incarcérée pendant cette période. En fait, ce n'est pas tout. La défense de Jairzinho a déposé recours après recours. Les demandes d'habeas corpus ont été rejetées. Il y a eu des tentatives de contester les rapports, des questions sur la chaîne de garde des preuves, des demandes d'annulation. La liste est très longue, tu vois. Jairzinho, lui aussi, a eu des répercussions hors du procès pénal. Le CREMERGE, qui est le Conseil de médecine de Rio, a définitivement révoqué son inscription médicale. Il a également perdu son mandat de conseiller municipal pour manquement à l'éthique parlementaire. La défense a fait appel de la révocation du mandat et a également perdu en novembre 2025. Après plus de 4 ans de procédure, la date du procès a enfin été fixée au 23 mars 2026. Le père de Henri a réagi avec émotion sur les réseaux sociaux à ce sujet. Entre guillemets, Henri n'a vécu que 4 ans. Depuis plus de 4 ans, je me réveille et je m'endors avec le même souhait, que la vérité sur ce qu'ils ont fait à mon petit garçon soit révélée devant toute la société. Voir la date du procès fixée, c'est comme rouvrir une blessure qui n'a jamais guéri. Ça fait très mal, mais cela me donne aussi l'espoir qu'enfin, Henri sera entendu par la justice. Ça donne des frissons, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça donne la boule au ventre, en lisant toute cette émotion ici et en sachant ce qui va suivre. La thèse de la défense. Avant de parler du 23 mars, je dois t'expliquer quelque chose, mais c'est très important. Ce que la défense de Jairzinho avance, parce que ce n'est pas juste du blabla pour faire durer les choses. Regarde bien, il y a une thèse là-dedans. La défense soutient que les rapports d'expertise ont été manipulés, qu'il y a eu une ingérence extérieure dans la constitution des preuves. Le cabinet d'avocats affirme avoir obtenu des messages extraits de téléphones portables grâce à un logiciel israélien appelé Célébrité, qui montreraient que l'expert responsable des rapports a discuté avec la chef de l'IML de Rio de Janeiro avant de finaliser l'un des documents pour la défense. Et cette conversation a conduit à une modification du rapport pour favoriser l'accusation. Selon les mots de l'avocat Rodrigo Fox, le contenu des messages prouve sans aucun doute que les rapports d'autopsie ont été manipulés dans l'intérêt de tiers. Eh bien, la défense a également repris une thèse très ancienne, celle selon laquelle Henri pourrait être mort. Pas à cause des agressions, mais à cause des manœuvres de réanimation effectuées dans un hôpital Barador. Et il a même avancé un argument qui a eu de l'impact. Nous disons que l'enfant n'a manifestement pas été victime d'agression. Écoutez, le ministère public réfute tout cela avec des preuves physiques, d'accord? 23 lésions, hémorragie interne, rapport en 3D. L'accusation affirme que les preuves sont irréfutables, mais la stratégie de la défense fonctionne si elle parvient à semer un doute dans l'esprit des jurés. Et c'est précisément pour cette raison que l'accès aux preuves est devenu le champ de bataille central de cette affaire. Le 23 mars 2026, nous arrivons donc maintenant à une date récente, le 23 mars 2026. 5 ans après le crime, tout le pays avait les yeux rivés sur le deuxième tribunal, celui du jury de Rio de Janeiro. Leniel Borel est arrivé tôt au tribunal, il a parlé aux journalistes à l'entrée et a dit ceci. Que s'est-il passé avec mon fils dans cet appartement? À l'intérieur du tribunal, la juge Elisabeth Machado Louro avait tiré au sort le conseil de sentence, composé de 6 femmes et d'un homme. Ensuite, elle a commencé la lecture de l'acte d'accusation. Tout était prêt, les jurés choisis, les procureurs, la défense, l'accusation,
les caméras, le père de la victime dans le public. Puis la défense de Jairzinho a demandé la parole, ils ont sollicité le report du procès en argumentant qu'ils n'avaient pas eu un accès complet aux preuves. Ils ont déclaré avoir demandé ces documents depuis août 2025 et n'avoir reçu que des informations partielles. La juge a rejeté la demande. Alors les 5 avocats de la défense de Jairzinho se sont levés et ont annoncé qu'ils quittaient la salle d'audience. Ce n'est pas seulement une scène dramatique, il y a une conséquence juridique très concrète. Un accusé ne peut pas rester sans représentation légale pendant le procès. Si la défense s'en va, le procès. Trava. Ponto. La juge a demandé s'ils étaient sûrs, ils ont dit oui, ils ont confirmé et sont partis. Ensuite, les jurés ont été dispensés et la séance a été levée. 5 ans d'attente et le procès n'est même pas arrivé au premier témoignage. Et face à tout ça, la juge Elisabeth a eu du mal à avaler. C'était dur, tu vois. Elle a consigné dans le procès verbal la qualification officielle de la conduite, une interruption indue de la procédure en total irrespect de l'orientation donnée par la Cour suprême fédérale. Et elle est allée plus loin. Je considère que la conduite des avocats, même si elle est motivée par l'insatisfaction, ressemble beaucoup plus à un abandon de procédure. Je déclare qu'il s'agit d'un acte portant atteinte à la dignité de la justice. En guise de sanction, elle a ordonné que les 5 avocats présents remboursent tous les frais opérationnels du procès. Déçu. Déplacement des fonctionnaires, hébergement des jurés, alimentation de toutes les personnes impliquées et frais de sécurité. De plus, elle a transmis l'affaire à l'ordre des avocats pour l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre les avocats et a pris une mesure pour tenter d'éviter que la même manœuvre ne se reproduise. Il a nommé la défense publique pour assurer la défense de Jairzinho en garantissant que l'accusé ne serait jamais sans représentation, ce qui éliminerait l'argument juridique utilisé pour bloquer le procès. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un truc qui frôle Black Mirror, tu vois. Cette série, du moins je pense, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais après tout ça, comme si ce n'était pas suffisant, il y a encore une autre conséquence. Tu as vu que ça a explosé sur les réseaux. Monique dit, avec le procès reporté, la juge s'est retrouvée face à un véritable problème juridique. Monique était en détention provisoire depuis 2021, avec une brève interruption en 2022, comme nous l'avons vu. Le report du procès, donc provoqué par la défense de Jairzinho, prolongerait encore plus cette période de détention. Et la loi stipule qu'on ne peut pas maintenir quelqu'un en détention provisoire pour une durée indéterminée. La défense de Monique était, ironiquement, contre le report. Il voulait que le procès ait lieu, mais avec la nouvelle date fixée en mai, la juge a estimé que maintenir Monique en détention constituerait une contrainte illégale et a déclaré « En raison d'un dépassement manifestement injustifié de la durée de la détention, j'ordonne la libération de Monique Medeiros et la délivrance immédiate de Alvarez. » De libération, en d'autres termes, la femme est détenue depuis trop longtemps, relâchez-la. La même nuit, Monique a quitté l'institut pénitentiaire La Vera Bruce à Bangui. Pendant ce temps, Jairzinho est resté en détention. La détention préventive est évaluée individuellement pour chaque accusé et ses fondements restaient valables. La réaction du Brésil, je pense que je n'ai même pas besoin de vous le dire, a été une fois de plus un choc, n'est-ce pas? Un cas qui se répète jour après jour, qui nous angoisse, qui nous retourne l'estomac, qui nous rend malades jour après jour. Franchement, c'est comme ça. Je me mets à la place de ce père, de la famille, tu vois. C'est quelque chose, une souffrance lancinante sans fin. Ce que Léniel Borel a dit publiquement, c'est « Ils ont assassiné mon fils pour la 2e fois ». C'est bien ce que je disais, non? Les jours suivants se sont enchaînés. Le mardi 24 mars, le ministère public a fait appel pour demander le rétablissement de la détention de Monique, en argumentant qu'il n'y avait pas eu de retard dans la conduite du procès qui justifierait la levée de la détention. Les fondements de la détention provisoire restant valables, le ministère public a déclaré que la manœuvre de la défense de Jairzinho, n'est-ce pas, de la défense de Jairzinho, était illégale et que Monique ne devrait pas en bénéficier. Le mercredi 25 mars, la mairie de Rio a licencié Monique de son poste d'enseignante de la commune. Sa défense a déclaré qu'elle ferait appel. Pendant ce temps, l'OAB a confirmé qu'elle ouvrirait une enquête sur la conduite des avocats de Jairzinho. Et la nouvelle date du procès a été fixée, confirmée pour le 25 mai 2026. Initialement, la juge avait pensé au mois de juin, mais elle s'est rendue compte que la date tomberait pendant la Coupe du Monde, ce qui pourrait nuire à la disponibilité des jurés, et elle a avancé à mai. Mec, c'est un truc surréaliste. Mec, c'est vraiment surréaliste tout ça. Mec, c'est une insulte à l'âme de ce pauvre gamin, de ce garçon, tu vois. Pour moi, c'est ça
Pour moi, c'est ça, commente. Ici pour moi, parce que franchement, pour l'amour de Dieu, révoltons-nous ensemble, parce que c'est trop. Eh bien, la question que tout le monde se pose face à tout ça, c'est ce procès va-t-il avoir lieu cette fois-ci? Du côté de la défense de Jairzinho, la stratégie est différente maintenant, avec la défense publique nommée comme solution de secours. Disons que la manœuvre d'abandonner la salle devient plus difficile, n'est-ce pas? Parce que même si les avocats privés s'en vont, l'État est là pour garantir la représentation de l'accusé. Mais la défense pourra aussi saisir la Cour suprême avant mai pour tenter d'annuler des preuves, contester les expertises ou demander une autre mesure retardant la procédure. Le ministère public peut encore faire juger le recours contre la libération de Monique avant mai, d'accord? Et si le tribunal de justice de Rio ou la Cour suprême donnent raison au ministère public, Monique retourne en prison avant le procès. C'est un procès qui va durer plusieurs jours. Il est prévu d'entendre 26 témoins ainsi que les interrogatoires des accusés entre la défense et l'accusation. Constituer un jury qui puisse être disponible pour tout cela, dans une affaire d'une exposition médiatique aussi intense, ce n'est pas simple. Convenons-en, non. L'accusation affirme que les preuves sont accablantes. 23 blessures des messages de la nounou, une reconstitution en 3D, l'historique des agressions en février, la caméra de l'ascenseur montrant le garçon déjà sans vie. Entre les mains de ces personnes, ensuite la défense mise sur la théorie des rapports manipulés et sur le doute raisonnable. Au final, ce sont 7 personnes du peuple qui décident, le fameux conseil de sentence. Mais savez-vous ce qui pèse dans toute cette histoire? Henri n'avait que 4 ans. Il n'a pas choisi où vivre, comme je l'ai dit. Il n'a pas choisi qui il était, ni qui étaient les adultes responsables de lui. Il dépendait totalement de ceux censés le protéger. Liniel Boré, le père, est devenu la voix publique de cette affaire. Il y a 5 ans, il a prononcé une phrase qui résume tout. Peut-être que Henri n'a vécu que 4 ans. J'ai déjà passé plus de temps en deuil que j'en ai passé avec mon fils. Je vous invite à y réfléchir un instant. Pendant ce temps, le système judiciaire brésilien a continué à fonctionner comme il fonctionne, avec ses garanties, ses recours, ses délais et ses limites. Certains défendent en chaque étape de ce processus comme essentiel au bon fonctionnement d'un état de droit. Cette critique a même du fondement. Mais il y a aussi un enfant mort, n'est-ce pas, avec 23 blessures sur le corps. Et 2 personnes qui devraient répondre de cela attendent encore de connaître le résultat du jugement. Le Brésil a créé la loi Henri Boré. Son nom figure dans une législation qui tente de protéger d'autres enfants, mais la justice pour Henri lui-même n'est toujours pas arrivée, ironiquement. Le 25 mai 2026 est la prochaine date et je suis sûr que tout le pays sera attentif. Merci beaucoup pour votre compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.